Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la dernière partie. Oui, c'est enfin fini, je dois vous avouer, je suis au bout de ma vie. On va finir cet épisode 219, la dernière partie de nos previews sur ce premier tour des playoffs 2020. Alors j'ai ramené l'équipe qui a été beaucoup entendue dans ces 7 dernières previews. C'est l'équipe composée de Pierre, tout d'abord, qui va parler d'une équipe avec qui il y a un contentieux. On va être honnête, il y a un petit contentieux, mais on va lui laisser en parler, c'est Pierre. Ça va, Pierre? Salut tout le monde, ça va, toujours un plaisir de parler de Portland. Il commence. Et avec nous, Pierre, Ilias. Ça va, Ilias? Ça va, présent pour un petit peu développer ce que j'avais pu dire la semaine dernière concernant les Lakers, donc présent. Très bien, Elias. Alors, je vais pas respecter mon conducteur, je vais te tester dès l'intro pour casser ce rythme d'intro que j'ai fait 7 fois auparavant. Ah, t'es comme c'est ça. la 13e fois, non, c'est la 12e fois, pardon, que les Lakers et les Blazers vont se jouer. Les Lakers ont gagné 9 fois. Si Ilias était capable de me dire les 2 fois où les Blazers ont gagné, là, on a un champion du monde. Dans leur histoire, les Blazers ont battu 2 fois les Lakers en playoff sur une série. Alors, pour la première fois, je t'aurais dit 90. 92, pas loin. Et l'autre, c'est dans quelle décennie? Ah, faut remonter très loin, 70. Alors là, non, j'ai pas la ref. Non, du coup, non, j'ai perdu au jeu de Julien Lepers. Alors, 77, premier affrontement entre les deux équipes en playoff, finale de conférence, sweep des Blazers envers les Lakers. Je crois que c'est l'année où ils vont gagner le titre. Alors là, faut vérifier. Avec Walton et compagnie. Ouais, c'est l'année où ils vont gagner le titre. Et enfin, victoire en 92, premier tour des playoffs, victoire 3-1 des Blazers face aux Lakers. C'est à noter que ce sont des équipes quand même qui se sont beaucoup jouées. Entre 89 et 2002, elles se sont jouées 9 fois. C'est assez énorme, c'est un rendez-vous pour le fan des années 90. Il y a eu des affrontements mémorables entre ces deux équipes. Hein. Enfin, je pense, ne serait-ce qu'à la série de 2000, finale de conférence en 7 matchs, c'était assez incroyable. Et ben voilà, espérons que ce premier tour sera aussi mémorable. Avant d'en parler, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast. On marque la pause et on se retrouve pour cette 8e et dernière partie de cet épisode numéro 219, consacré donc à l'affrontement entre les numéro 1 de la conférence Ouest affrontent les Portland Trail Blazers, tête de série numéro 8. Les Lakers cette année, c'est un très beau bilan de 52 victoires pour 19 défaites. Les Blazers, 35 victoires pour 39 défaites. Pierre, tu me glissais en off que c'est la première fois depuis perpète que du côté de l'Ouest, on se qualifie avec un bilan négatif. Les Lakers, c'est la 11e attaque NBA, la 3e défense. Les Blazers, c'est la 27e défense NBA et la 3e attaque. 2-1 pour les Lakers dans les confrontations en saison régulière cette année, avec des matchs deux équipes qui se sont pas vues depuis janvier. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer vraiment de ces affrontements en saison régulière? On ne sait pas trop. On va commencer comme de coutume par les Lakers. Pierre, pilotage automatique. C'est-à-dire que là, vraiment, je pense qu'on est face à une équipe menée par les Browns qui en avait pas grand-chose à faire de ces 8 matchs de prépa du côté de Disney. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont pas montré grand chose, on va dire, sur ces matchs dans la bulle pour l'instant, parce qu'il y a de la marge, parce qu'on sait que eux ils attendent les playoffs depuis un bon moment maintenant, et le fait que le hiatus arrive, ça a un peu stoppé la dynamique de l'équipe à ce moment-là où LeBron était très 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 fort, et tu voyais qu'ils avaient pour objectif peut-être de reprendre les Bucks. Après, on peut quand même discuter. On l'a déjà fait, je crois, dans le live de est-ce qu'on a encore entièrement confiance à cette équipe de par leur manque d'adresse, par exemple, de par leur role player que pas mal dans l'équipe jugent peut-être moins bon que ceux des Clippers, ça c'est certain, mais pas vraiment au niveau, notamment avec l'absence de Avery Bradley. Tu vois, on peut avoir des petits doutes sur ce point-là. Est-ce que ça va finalement enfin cliquer en attaque pour eux? Est-ce que LeBron va enclencher ce mode playoff? Ça, on n'en doute pas trop. Est-ce que Davis est en pleine forme? Voilà, il y a des petits doutes comme ça, mais le reste, c'était du pilotage automatique sur cette bulle. Ilias, ouais, je vais revenir vers toi. 20e attaque, 12e défense. Clairement, on s'est pas forcé du côté d'Anthony Davis et des Lakers. Non, clairement, mais après, contrairement à ce que vous pouviez dire lors de la série entre les
entre les Bucks et les Magic. Ce qu'on peut dire concernant au moins un joueur comme LeBron, qui est le leader des Lakers, c'est que lui, il a cette capacité à trouver le bon bouton pour switcher du mode playoff du mode plutôt saison régulière au mode playoff. Bon, là c'est encore un autre contexte. LeBron, c'est quelqu'un qui s'est souvent nourri un peu des atmosphères de playoff pour nous sortir des performances légendaires, et là dans un contexte de bulle, on va encore, selon moi, découvrir encore un nouveau LeBron. En tout cas moi, ça reste pour moi une curiosité. Après, là où je suis content, c'est sur le plan purement de l'observation. Je suis content que ce soit les Blazers qui soient passés à l'issue de ce play-in, parce que je pense que ça nous offrira la meilleure des séries, pas forcément aussi on va dire disputée qu'on pourrait le croire. On verra après en fonction de nos pronos, mais je pense que les Lakers auraient fait qu'une bouchée de menus fretin comme les Grizzlies ou comme les Pelicans, quoi. Les Lakers veulent pas prendre, je pense, du Portland. Enfin, voulaient pas en tout cas. Je pense que c'était la pire équipe pour eux aussi. Je pense en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cette série, Pierre et Ben, c'est que aucune des deux équipes n'a de réponse au point fort de l'autre équipe. C'est-à-dire que je pense que du côté de Portland, on n'a aucune solution face à LeBron et Anthony Davis, et inversement, depuis encore plus a fortiori depuis la mise à l'écart, sa propre mise à l'écart d'Avery Bradley, on n'a plus vraiment de joueurs capables de suivre des joueurs comme Lillard et McCollum. Donc il va falloir s'adapter, ça va switcher, ça va énormément jouer sur le sens tactique, et il y a quelque chose qui est en tout cas impératif, vu qu'on abordait un petit peu le cas des Lakers, c'est qu'ils doivent retrouver deux choses. C'est leur défense, qu'ils n'ont pas encore vraiment remis en place pendant la bulle, alors qu'ils étaient une des meilleures défenses pendant toute la saison régulière, et surtout retrouver quelque chose en fait qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver pendant la saison, c'est du shoot extérieur. Totalement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous l'avez mentionné, le play-in Portland, une équipe, Pierre, tu l'as dit, les Lakers voulaient peut-être pas les jouer, peut-être parce que c'est un peu une équipe en feu, on sait, Lillard sort de grosses perfs, McCollum dans le match du play-in a fait des dégâts aussi. Bref, une équipe, on va y revenir, elle a des points faibles identifiés, Ilias, tu l'as mentionné, mais équipe sur une dynamique, équipe avec un franchise player, avec un joueur top 10 NBA, c'est pas un cocktail très intéressant quand t'es une tête de série numéro 1 que tu veux, où tu souhaites avoir un premier tour un peu Club Med. Ah non, complètement. Les Blazers, ils sont en mission maintenant dans la bulle. Ils ont dû batailler pour arriver là où ils sont maintenant. Ils étaient pas loin de passer à la trappe à un moment, notamment sur un tir de Caris LeVert. Donc ils étaient en mission. Il y a eu, et on en parlera ensuite. Tout le monde est en forme, tout le monde est prêt, Lillard est en feu, tout le monde est revenu, notamment Nurkic qui fait énormément de bien à cette équipe des deux côtés du terrain. Gary Trent montre des gros progrès. Hier, McCollum montre qu'il était encore là, lui qui était peut-être un petit peu en deçà sur certains matchs. Par contre, ils ont quand même beaucoup tiré sur la corde, notamment sur les derniers matchs. Lillard est au-dessus de 40 minutes, McCollum aussi, ça tourne très peu. Alors ils vivent parce qu'ils sont très adroits aussi et que leur attaque est en feu, quoi. Mais tu peux te demander jusqu'où ça va pouvoir tenir, et est-ce que physiquement ils vont être capables de tenir face aux Lakers qui eux sont en gestion depuis un bon moment, tu vois. Mais pour le coup, clairement, c'est pas la bonne équipe à prendre à ce moment-là pour les Lakers, parce que s'ils continuent sur leur lancée et que ça tient physiquement, ils peuvent être très vite chiants. Eh ben, on va pouvoir entamer, je vais pouvoir lâcher les lions, on va entamer la véritable preview. Ilias, tu l'as dit, le point fort le backcourt des Blazers sans pas avoir d'équivalent. Bien sûr, on n'a pas d'équivalent du côté des Lakers. Le frontcourt des Lakers n'a pas d'équivalent du côté des Blazers. Alors, question bateau, de first take. Lequel des désavantages est le plus important? Clairement celui des Blazers. Sur le papier, j'irais toujours dans le sens déjà de LeBron James, mais en gros du talent qui me semble, et surtout de la domination. Là, on parle pas forcément de talent. Il est possible, par exemple, qu'un mec comme Lillard ait plus de talent qu'un joueur comme Anthony Davis, mais le rapport de domination peut être un peu plus important côté Anthony Davis. Encore plus quand tu as un joueur pour jouer le pick and roll avec lui qui s'appelle LeBron James. Donc à voir, mais clairement je pense que les Lakers finiront par avoir le dessus. Ça sera une question de rythme. Faudra un petit peu faire rechauffer la machine de manière à se relancer. Ce qu'il y a d'intéressant
c'est que les Blazers arrivent en rythme là où les Lakers n'ont pas, et ce qu'il y a de bien pour eux, en tout cas pour les Lakers, en vue peut-être de la suite s'ils passent, j'utilise quand même le conditionnel, on ne sait jamais, hein, Lyon a éliminé City, donc allez savoir, en tout cas ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont pouvoir entamer les playoffs immédiatement avec un client sérieux. Je pense que c'est mieux pour eux d'entamer les playoffs avec un adversaire de ce genre ou par rapport à un adversaire comme je le disais juste avant, comme les Grizzlies ou les Pelicans ou les Spurs qui même en méforme ils auraient éclaté. C'est un peu toujours le débat, est-ce que c'est mieux d'entamer une série de playoffs à un club med ou est-ce que c'est mieux d'entamer une série de playoffs contre une équipe qui va poser des problèmes. Pierre, tu l'as dit, les Blazers ont tiré sur la corde et ils vont devoir le faire aussi dans cette série-là. C'est quoi les solutions? Enfin, clairement, Elias, tu l'as un peu sous-entendu, il y en a très peu. Comment on peut faire pour répondre à ce backcourt quand on a Carmelo Anthony en face, sans faire injure à Adrien qui conduit le train Carmelo? Comment on fait pour comment on fait pour essayer de limiter les dégâts et pas prendre l'eau dans cette série pour les Blazers? C'est dur parce que les Blazers vont jouer un match d'attaque et ça on en parlera parce que leur gros point faible et même sur les play-in, ils gagnent les matchs en attaque en fait. Ils cherchent pas spécialement à arrêter l'adversaire, ils cherchent juste à marquer plus que. En plus leurs 5, alors il y a des très gros shooters, des très gros joueurs offensifs, mais il y en a très peu défensifs et le fait pour arrêter LeBron et Davis, ça paraît très 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 compliqué. Et pour souligner ce qu'a dit Ilias, en plus Davis peut dominer des deux côtés du terrain ce type de série. Et du coup, c'est pas ce qu'a les Blazers où Lillard peut archi dominer d'un côté du terrain, mais de l'autre côté, il est beaucoup moins présent. Alors les solutions, c'est très compliqué en fait. Déjà, il faut qu'ils gardent leur adresse à 3 points. Il y a quand même 3 joueurs à plus de 40%. Ou bien au-dessus de 40% avec des bonnes quantités de tirs. McCollum peut peut-être encore progresser, mais on est déjà sur des hauts pourcentages aussi. Donc il faut qu'ils gardent leur rythme offensif et ce qui a fait leur force, leur adresse notamment. Mais il va falloir qu'ils trouvent un minimum de solutions défensives et ça j'ai du mal à voir faire. Et comme tu l'as dit, je préfère avoir quand même du KCP ou du Danny Green sur le backcourt des Blazers que du Melo et du Zach Collins sur Davis et LeBron quoi. Exactement. Et ouais, les solutions vont être dures à trouver. En fait, il faut les amener dans un match d'attaque où les Lakers n'arrivent pas à défendre, n'arrivent pas à mettre en place leur défense, où tu vois même Davis n'est pas spécialement dominant défensivement, et que l'adresse tombe du côté Blazers en fait, et c'est là l'avantage qu'ils ont face aux Lakers actuellement, c'est l'adresse. Donc tu dois les amener dans un match d'attaque et un match de tir à 3 points et un match d'adresse. Exactement, parce que tu n'as plus justement dans ton effectif ce que tu pouvais par exemple avoir l'année dernière. La configuration des Blazers de l'an dernier, qui était peut-être un petit peu moins scoreuse, mais plus rugueuse, serait beaucoup plus adaptée à une opposition comme les Lakers cette année. Par exemple, des joueurs comme Aminou et comme Harkless, ils auraient été beaucoup plus enclins à pouvoir gêner un joueur comme LeBron ou des extérieurs comme Kuzma. Là, disons que... Ariza est pas venu quoi. C'est ça. Toujours des grands discours Ariza en début de saison pour finalement faire des contrats de 10 jours. Bref. Mais au final, c'est assez intéressant. Mais comme tu le disais, Pierre, Lillard et McCollum sont certes inarrêtables, mais leur opposition est quand même beaucoup meilleure en défense qu'eux-mêmes. Donc c'est vrai que du coup il y a peut-être un petit avantage pour les Lakers à ce niveau-là, parce que s'ils doivent envoyer des joueurs en mission sur Lillard et sur McCollum, ils ont les joueurs pour, après à eux de se mettre au niveau, mais j'ai pas l'impression que dans le sens inverse ils puissent avoir ça dans leur roster. En plus, juste pour après, je te laisserai parler Ben, mais juste une des solutions qu'avait fait Portland et qui a marché sur les play-ins et sur les matchs dans la bulle, c'est que ça jouait plutôt petit, il y avait du Gary Trent en plus des deux meneurs. Mais alors Gary Trent pour défendre sur LeBron James, c'est enfin regardez les actions de Caris LeVert contre les Nets, enfin imaginez LeBron. Voilà, c'est juste ça. Ouais, il va le piétiner. Mais je voulais réagir, c'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est vrai, Portland, Lillard flamboyant, meilleure attaque du play-in, c'est la 20e défense de la bulle, et je veux dire, enfin, il y a quand même des clients au niveau défensif, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui défendaient pas, enfin, les Kings ont mieux défendu qu'eux, enfin, je veux dire qu'on mette un petit peu ça, et pas qu'un peu, il y a 4 points d'écart au rating, hein, donc c'est-à-dire qu'ils sont largement meilleurs, genre, c'est un peu... Ah, c'est une équipe qui plairait énormément à Mike D'Antoni. C'est clair que moi j'ai un peu peur que du côté des Blazers, en fait, on a peut-être, tu l'as dit Pierre, on a tiré sur la corde beaucoup, et alors oui, il y aura ce phénomène de se dire c'est pas fini, voilà, ça commence que maintenant. Le problème, ça commence que maintenant contre le
potentiellement le meilleur duo NBA sur la position où t'as personne pour le défendre. Je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, c'est très juste. Enfin, moi, en fait, je regarde plus cette série. C'est peut-être manquer de respect aux Blazers. Je regarde plus cette série sur comment les role players comme vous l'avez dit, des Lakers vont gérer ces oppositions. Parce que je sais que LeBron va tourner à 30-18 et Davis peut tourner à 30-15 et voilà, c'est fini. Enfin... Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on est face à une série de playoffs, à une campagne de playoffs donc, qui est la première de LeBron sous le maillot des Lakers. Mm-hmm. Mais potentiellement, il pourrait, lors de ces playoffs, pour une fois, ne pas être le meilleur joueur de son équipe. C'est vrai. J'utilise le conditionnel, hein, parce que y a quand même un adage de bien ancré dans l'équipe Dunk Hebdo, et je pense que c'est important, malgré l'âge de LeBron, de continuer à l'affirmer. On ne parie pas contre LeBron James. Donc on va pas commencer à faire des plans sur la comète sur ce que pourrait faire ou ne pas faire LeBron. Le tout, c'est de ne pas parier. LeBron, il faut le noter aussi, LeBron qui va sur les 36 ans, il aura 36 ans en décembre, juste comme ça, il faut se rappeler que LeBron, compte tenu de la suspension de la saison, dernière saison, etc., LeBron, il a pas joué les playoffs depuis 2018. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu LeBron en playoffs. Ouais. Faut pas oublier ça, justement. C'est vrai que la dernière image qu'on a quand même de LeBron, c'est ce run où il finit en finale, quoi. C'est vrai, c'est la dernière image, c'est avec un J.R. Smith mémorable et une main cassée, visiblement. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit après. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur l'aspect un peu tactique de cet affrontement. Ouais, vas-y, Pierre. J'ai plutôt un aspect mental, moi. Tu vois, Portland est en mission là sur 9 matchs du coup, et ils arrivent là à un moment clé pour moi où ils peuvent avoir 2 façons de penser. La première, c'est en mode mission accomplie, on est en playoff, tu vois, où on a tout donné pour y arriver. Et ça, pour moi, s'ils ont cette sensation-là de mission accomplie, ils vont se faire défoncer. Parce que t'auras pas le bon mood et tu seras pas prêt à rentrer dans les Lakers. Et au contraire, tu peux avoir l'autre truc, c'est on est en forme, on est en rythme, on a joué beaucoup comparé aux Lakers. On sait qu'on est confiant, on a gagné les matchs qu'il fallait. Il faut qu'on leur rentre dedans direct et dès le match 1, faut qu'on leur montre que il faudra compter sur nous et qu'on est sur une très bonne passe. Tu vois, qu'en gros que ça soit qu'une étape le play-in. Et je pense que c'est primordial pour eux qu'ils abordent bien mentalement la série, et le match 1 aura une importance particulière parce que si les Blazers gagnent, ils se mettent tout de suite dans une bonne dynamique et ils confirment un petit peu ce qu'ils ont fait avant, alors que si direct ils leur perdent, ça peut leur faire un coup d'arrêt, ça peut, tu vois, casser un peu cette dynamique, et ils peuvent déjà se dire bon voilà, on a fait ce qu'on avait à faire pour arriver en playoff, mais là ça devient compliqué, tu vois. Je sais pas si c'est d'autant que le cadre de l'avantage du terrain n'existe plus. Ouais, complètement. Là maintenant ça va jouer au talent, à la hargne, ça va être de grosses oppositions tactiques, va falloir être adroit, être rugueux, et après ce qu'il y a d'intéressant, c'est vrai que c'est important de pointer le doigt sur le fait que les Blazers puissent rentrer immédiatement dans la série. On sait que souvent les petites équipes, je me souviens même de nous les Pistons il y a 3 ans face aux Cavs, ou même par exemple tu avais le match du Magic l'année dernière face à Toronto, où ils vont chercher le premier match de la série au Canada. Souvent les petites équipes ont tendance à vouloir rentrer un petit peu dedans dès le début de la série, de manière à bien se lancer dans la série, parce qu'ils savent pertinemment que s'ils perdent le premier, et encore plus a fortiori le deuxième, c'est terminé, et forcément ils vont commencer à lâcher et ça va finir en blowout. Clairement, la chance des Blazers, elle est immédiatement en début de saison, en début de série, pardon. Et je pense aussi, c'est aussi en cela limite presque un test pour la NBA, c'est voir, alors le contexte, l'environnement est particulier, mais voir à quel point le play-in, c'est pas aussi enterrer une équipe en fait. Parce que tu l'as dit, Pierre, il y a eu ce run là pour se qualifier. Est-ce que c'est pas non plus envoyer une équipe face au mur, parce qu'elle va jouer la meilleure équipe NBA, qui les Lakers. Alors encore une fois, je le répète, la question comme Milwaukee, est-ce qu'ils gèrent, est-ce qu'ils sont un peu en panne, est-ce qu'ils ont du mal, mais les Lakers, ils ont pas vraiment joué sérieux depuis rentrée dans la bulle, là où Portland joue sa vie sur chaque match. Donc à voir aussi s'il y a pas une fatigue, je vais y arriver, mentale, qui s'est installée aussi. Ouais, complètement. Est-ce que ça s'explique pas aussi par le fait, justement, contrairement justement à l'avant-bulle et à l'avant-confinement, les Lakers, on avait l'impression quand même qu'ils tentaient d'aller chercher les Bucks.
il y avait cette espèce d'envie d'aller pourquoi pas accrocher le spot numéro 1 de la ligue pour voilà un éventuel affrontement en finale NBA. Là, une fois que tu t'es confiné et que tu as intégré la bulle, enfin, dans leur quête du first seed, enfin, il y a plus rien. Enfin, ça n'a plus de sens d'aller le chercher. Donc, je pense qu'ils ont énormément joué à l'économie. Forcément, ça a généré chez des gens comme moi beaucoup de pessimisme. Mais après, enfin, je pense qu'ils peuvent aussi rapidement renverser la tendance. Totalement. Et on peut enchaîner en parlant du coup du joueur à suivre. Je vais vous griller la priorité. Moi, je vais parler choix de hipster. Dion Waiters, tout simplement parce que j'anticipe les tours d'après. C'est un joueur qui aura un rôle ultra important pour le run des Lakers. Donc j'estime que c'est maintenant peut-être de voir est-ce qu'il est capable de revivre ce qu'il avait fait un peu à OKC, une grosse campagne de playoff. C'est maintenant parce que il a des clients en face. Là, il va pouvoir s'affirmer. Et lui, il peut défendre lui en plus. Il peut être des deux côtés du terrain. Donc je suis d'accord. Et qui vous allez suivre? Oh, me dites pas LeBron quand même. Me dites pas que vous allez suivre LeBron. Non. J'ai envie de vous faire rigoler, moi. Vas-y, Elias. Eh ben, moi, je vais suivre Kyle Kuzma. T'allais dire Melo, moi. Alors, j'ai absolument pas confiance en lui. Enfin, moi, je serais fan des Lakers. Enfin, depuis longtemps, j'aurais souhaité de terribles choses à lui et non, à lui tout court. On va s'arrêter là. Mais non, enfin, ça va être important quand même que des. Je vais essayer quand même d'englober plusieurs joueurs. Le facteur X des Lakers, partant du principe que LeBron et AD vont faire un chantier à quasiment chacune des séries, ça va être ce trio, voire ce quatuor de joueurs composé de KCP, de Danny Green, de Dion Waiters comme tu l'as dit Ben, et également de Kyle Kuzma. Je mets quand même Kyle Kuzma en haut de la pyramide de ces joueurs parce que très rapidement en début de saison il avait été identifié malgré sa blessure et une petite absence prolongée en début de saison comme le troisième joueur du trio que pouvaient constituer LeBron, Anthony Davis et Kyle Kuzma. On misait j'imagine sur le talent et sur sa capacité à scorer, mais on s'est très vite aperçu pendant la saison qu'il faisait n'importe quoi, que malheureusement il n'était pas discipliné, qu'il passait beaucoup plus de temps à Snapchatter et Instagrammer qu'à jouer, et forcément ça commençait à chauffer du côté de Los Angeles. Du coup là le principe de bulle, le principe d'immersion a fait que au moins l'avantage c'est qu'il se tient loin des conneries et que donc il peut un petit peu plus s'axer sur le basket. Donc il va falloir, je pense, un Kuzma autour de 16 points de moyenne pour que les Lakers puissent prétendre à quelque chose en tout cas. Alors, je pensais que Tobias Harris dans notre preview Celtics Sixers avait subi les foudres, mais là c'est même plus les foudres, là c'est incommensurable. Kuzma l'Instagrammeur en vrai. Non mais enfin, Kyle Kuzma il arrive à exaspérer même les fans d'autres équipes. Enfin, c'est généralement tu passes à côté, tu t'en fous à la rigueur, tu vois le nom de Kuzma, tu tournes la page, mais là c'est pas le cas. Enfin, il exaspère absolument tout le monde. Et à noter, je pense qu'il y a du côté des Lakers, on a peut-être voulu le mettre en confiance en lui donnant ce buzzer beater, en lui donnant entre guillemets, enfin en mettant en place ce système pour ce buzzer beater contre eux. Et j'ai un trou de mémoire contre qui? Contre il y a un système où en fait ils embarquent sur le main à main, ils embarquent deux joueurs et bref comme toi, c'est c'est contre les Nuggets, non? Oui, si, c'est les Nuggets. C'est les Nuggets. Exactement, c'est les Nuggets. Ils battent comme ça les Nuggets et je pense qu'on a voulu mettre en confiance le Snapchatter. C'est dur à dire. Et Instagrammeur qui est Kyle Kuzma. Pierre, tu vas suivre qui dans cette D'ailleurs, bien joué, big up à Frank Vogel quand même sur ce système. C'est très bien dessiné. Ouais. Non, j'aime bien l'idée de Kyle Kuzma parce que moi, pour le coup, c'est un joueur que j'ai encore des espoirs en lui. Je déteste pas et ça a été de loin. C'est pas été le pire des Lakers sur la bulle, notamment dans les role players, loin de là. Donc lui, il aura un gros rôle à jouer. Je suis d'accord avec Ilias. Donc après, globalement, les role players des Lakers sont à regarder parce que côté Portland, en fait, on les a déjà beaucoup vus, ils ont été beaucoup regardés et on sait ce qu'ils apportent presque chacun. On sait que Trent maintenant c'est un shooter presque edit, etc. Peut-être du côté de Zach Collins que moi je suis plus incertain sur ce qu'il peut donner. Il a été benché sur des fins de match, il a été benché pas mal de fois. Il va avoir un gros rôle parce qu'au poste 4, côté Lakers, voilà. Donc voir ce qu'il peut donner, s'il peut apporter et rester dans
dans la série et dans les matchs sans défensivement notamment. Eh ben, il est l'heure des pronostics. Pronostics pour cette série entre les Blazers. Bien sûr, j'ai voulu rester objectif, mais mon petit cœur va suivre Dwight Howard de Conquest là, vers la première bague pour Dwight Howard. Pronostic, allez, on va commencer par Pierre. Pronostic pour cette série. J'hésite entre 4-1 et 4-2. Je vais dire 4-1 pour les Lakers. Mais avec des matchs difficiles. Pas avec une série disputée et avec des beaux matchs. Pas spécialement défensifs, mais des beaux matchs. Ouais. Peu de défense. On va être honnête, on n'est pas sur vraiment l'horaire défense. Ilias, ton pronostic? Alors mon pronostic, ça va être 4-2, et pas que parce que Lillard, mais aussi parce que CJ McCollum. Faut pas oublier que c'est lui qui valide en fait le billet des Blazers pour les playoffs. Et on a retrouvé un peu le CJ McCollum de la série de l'an dernier face aux Nuggets, là où Lillard justement était un petit peu en dedans. Donc faut pas oublier que oui, Lillard est un joueur exceptionnel, un des tout meilleurs joueurs de la ligue, mais il est en tout cas, il a un sacré client à côté de lui en la personne de McCollum. En tout cas, pour stretcher, il y a pas mieux. Voilà. Ok, et ben on va terminer là-dessus. C'est 8 preview. Ah, j'ai pas donné pas ton prono, c'est ce que j'allais dire. J'étais tellement content d'en finir, je dois t'avouer que j'ai failli oublier de donner mon prono. 4-1. Parce que je pense que il y a un moment, faut arrêter de rigoler. LeBron Davis, ça va être un massacre en fait. Il y a un moment où je pense, en fait, ok Lillard, etc. Mais il y a un moment où quand le pick and roll LeBron Davis, ils vont avoir aucune solution. Enfin, honnêtement, moi, je suis sur Touquet. Cet affrontement-là, je joue le pick and roll LeBron Davis. Chaque action. Ils peuvent pas l'arrêter. Enfin, ils ne peuvent même pas le freiner. C'est trop. Donc je mets 4-1. Je pense que Lillard j'ai peur qu'en fait, même les éruptions de Lillard ou d'un McCollum dans une moindre mesure soient pas suffisantes pour en accrocher plus qu'un. La preuve, c'est que Lillard a pu sortir des pointes entre 40 et 60 points. Ça a souvent été dans des matchs disputés face à des équipes beaucoup moins talentueuses et beaucoup moins dominantes que les Lakers. Parce qu'ils défendent tellement pas en fait. C'est ça, et en plus il y avait ce sentiment un peu d'urgence parce que contrairement aux Lakers, ils jouaient quelque chose. Moi, là justement, j'ai dit 4-2 du bout de la langue, comme j'aurais pu dire 4-1, mais là, ce qui m'inquiète, c'est justement que les Blazers, quand même, ils ont pas mal galéré pour arriver là où ils en sont. Ils le méritent, il n'y a pas de souci. Ils sont maintenant 8e à l'ouest et ils vont jouer les Lakers, mais j'ai trouvé quand même inquiétant qu'ils galèrent autant face à certaines équipes, notamment contre les Grizzlies. C'est tout sauf rassurant pour un affrontement contre une équipe comme les Lakers. À l'arrivée, la fatigue s'accumule pour la plus longue de nos previews pour cette série. Certains disent que c'est la plus excitante. Alors, je disais ça à l'occasion je crois, c'était la preview Clippers-Mavs. Pour avoir fait toutes les previews, je maintiens que maintenant, ma décision a évolué. Je pense que le Thunder Rockets, c'est peut-être un poil plus intéressant. En fait, tu peux pas battre le côté émotionnel de cette série-là. Genre, il est trop... Imagine pour moi. Ouais, genre pour Pierre. On a appelé ça avec Madiane la série de Pierre, hein, on rappelle. Hein, la série de Pierre. Et attends, on va finir là-dessus. On voulait avoir une réponse. Est-ce que, quel que soit le résultat, est-ce que tu seras triste ou heureux? J'étais dans le camp du triste. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans mon podcast aussi, c'est que dans les deux cas, j'aurais un goût amer. Ouais, voilà. Moi, la question que j'ai à te poser, Pierre, c'est est-ce que tu préférerais quand même pas que les Rockets passent, sachant que eux au moins auront peut-être une chance plus importante que OKC d'aller au bout? C'est dur à dire parce que dire que je veux voir OKC perdre, c'est difficilement possible. Non, c'est un sentiment, c'est juste un sentiment. Ouais. Après, je pense comme toi que les Rockets ont plus de chances que OKC contre les Lakers. Mais non, après c'est très compliqué, je t'avoue, c'est super compliqué. Non, c'est très spécial comme sentiment de vivre, de ce que je vais vivre dans cette série. Je pense que c'est assez bizarre. C'est évident. J'étais juste en train de me dire que les Lakers, bonjour. Hein. Première série, Lillard McCollum, potentiellement après Harden Westbrook, bonjour. Hein. Enfin, vraiment, c'est... Niveau des guards, c'est finale de conf, PG Kawhi.
Ouais, ça va limite. Et en finale, Adebayo, Butler. Ah, voilà, on lance le train Miami Heat est officiellement lancé sur ces paroles. Sur ces paroles aussi, on va se quitter pour cette dernière preview. On espère, pour ceux qui auront écouté les 8, que ça vous aura plu. Vous aurez déjà, au moment où vous allez entendre cette preview, il y aura déjà plusieurs matchs de playoffs qui se seront joués et forcément, certaines de nos previews seront totalement à l'ouest. C'est le jeu malheureux des previews. En tout cas, comme je l'ai dit, on espère que ça vous a plu ce petit format. N'hésitez pas, comme d'habitude. Là, je vous l'ai répété quand même 16 fois en 8 épisodes. Donc, si vous vous abonnez pas sur Twitter, c'est vraiment que vous nous aimez pas à ce stade. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et à nous suivre. C'est le plus important pour ne pas rater nos épisodes sur les plateformes de streaming où vous pouvez suivre nos épisodes et nos podcasts. Abonnez-vous aussi à tous les autres podcasts, le We Are Thunder, etc. Les gars, alors, on enregistre ça avant le début des playoffs. On peut aussi souhaiter aux auditeurs de bons playoffs, je pense. Oui. Playoffs particuliers. Bons playoffs, mais particuliers. Mais qui s'annonce peut-être mieux que ce que je pensais, tu vois. On pourra en débattre de ça dans quelques jours, mais c'est vrai que plus le temps avance, plus on est rassuré, je pense, sur la tenue de ces playoffs, etc. Il faut dire que la NBA a fait du gros travail, je trouve. Ouais. On leur souhaite de très bons playoffs. On leur donne profiter de ces playoffs comme Kyle Kuzma profite de sa vie. Voilà. C'était il fallait le point final à ce massacre en direct de Kyle Kuzma par Elias. En tout cas, nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour débriefer de ces premiers matchs de playoffs. Et d'ici là, on vous souhaite de bons playoffs et une bonne semaine. Salut. Ciao. Salut.